Bonjour, bienvenue sur la vidéo F5. Nous allons parler aujourd'hui du métabolisme cellulaire. Tout d'abord des rappels. Tous les êtres vivants, nous l'avons vu, sont composés de cellules. Certains êtres vivants, les bactéries, sont des êtres unicellulaires car ils ne possèdent qu'une seule cellule. D'autres, les animaux, les végétaux, qu'ils soient chlorophylliens ou non chlorophylliens, possèdent de très nombreuses cellules. On parlera d'êtres vivants pluricellulaires. Lors des TP, nous avons vu que la cellule est délimitée par une membrane plasmique. Elle possède un milieu interne que l'on appelle le cytoplasme, ainsi qu'une ou plusieurs molécules d'ADN qui portent le programme génétique de la cellule. Lorsque l'on regarde des électronographies d'une bactérie, on constate que cette molécule d'ADN est libre dans le cytoplasme. Ces cellules seront appelées des cellules prokaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ne possèdent pas de noyau. Mais nous l'avons vu en cours, certaines cellules possèdent un noyau qui protège l'ADN. Ce sont notamment les cellules animales et les cellules végétales que l'on observe ici au microscope optique. Ces cellules possédant un noyau sont appelées des cellules eucaryotes. Dans les cellules, il y a aussi des éléments fonctionnels qui peuvent être petits ou bien plus gros. Nous n'allons pas forcément tous les étudier en secondes, mais souvenez-vous qu'on les regroupe sous un terme générique qu'on appelle les organites. Nous avons vu ensemble les chloroplastes, des végétaux chlorophylliens, et tout à l'heure nous parlerons d'un autre organite qu'on appelle la mitochondrie. Alors si l'on cherche désormais des points communs entre toutes les cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eucaryotes, eh bien il y en a trois. La présence d'une membrane plasmique, d'un milieu qu'on appelle le cytoplasme et d'une ou de plusieurs molécules d'ADN. Il y a donc une unité de structure entre toutes les cellules du vivant. Pour expliquer cette unité, les scientifiques nous disent que toutes les cellules du vivant sont issues d'une population ancestrale très simple mais qui possédait au moins une membrane plasmique, du cytoplasme et de l'ADN. Nous chercherons en seconde à comprendre comment, à partir de cette population ancestrale, le monde vivant a pu se diversifier pour donner les millions d'espèces qui constituent la biodiversité actuelle. C'est naturellement le processus de l'évolution. Pour terminer sur notre étude structurale des cellules, rappelons que les cellules végétales ont une particularité puisqu'elles possèdent une paroi végétale. C'est ainsi que l'on va les distinguer facilement des cellules animales. Observons désormais au microscope des cellules qui composent un pluricellulaire. Elles sont organisées en couches dans les organes, mais attention, il ne faut pas les confondre avec un mur de briques. On dirait exactement la même chose, mais le mur de briques, qu'est-ce? Eh bien, c'est un ensemble qui est statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de matière ou bien d'énergie avec son environnement. De plus, un mur de briques ne se renouvelle pas, enfin, sauf si le maçon décide de changer les briques. Les couches de cellules sont différentes. En effet, il s'agit d'un ensemble dynamique. Un ensemble qui va échanger de la matière, alors la matière vous le savez désormais, ce sont des molécules, ainsi que de l'énergie, souvent sous forme de chaleur, avec son environnement. De même, les cellules se renouvellent très régulièrement. Prenons un schéma pour bien comprendre. Voici une cellule. Ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, que nous avons discuté tout à l'heure, bien constitue ce qu'on appelle le milieu intracellulaire. À l'extérieur de la cellule, on parlera de l'environnement de la cellule. La cellule va donc prélever de la matière dans son environnement, notamment des molécules d'eau, mais aussi de nombreuses molécules organiques, des molécules souvent très simples qu'on appellera des nutriments et qui sont à la fois source de matière mais aussi d'énergie. Alors, que deviennent ces molécules une fois qu'elles sont dans le milieu intracellulaire? Eh bien, elles sont prises en charge par d'autres molécules qui vont interagir avec elles. Il va se produire de nombreuses réactions chimiques, soit dans le cytoplasme ou soit dans les organites appropriés. Voici un premier exemple de réaction chimique qui peut se produire dans une cellule. Une molécule A va interagir avec une molécule B pour fusionner avec elle et former une molécule plus grande, la molécule C. Il s'agit ici d'un processus de synthèse de molécules nouvelles dans la cellule. Un deuxième exemple, eh bien, c'est un peu l'inverse. Une molécule A
va interagir avec une très grosse molécule B. La molécule A va rester intacte à la fin de la réaction. Par contre, elle aura divisé la molécule B en très nombreuses petites molécules, molécules C, qui elles aussi vont jouer un rôle important dans la cellule. Il s'agit ici de processus de dégradation de molécules. Chaque cellule réalise donc en permanence des synthèses et des dégradations de molécules. La cellule rejette aussi dans son environnement des molécules. Elle va rejeter par exemple des déchets toxiques. Le dioxyde de carbone en trop forte quantité est toxique pour la cellule. Elle va donc s'en débarrasser en le rejetant dans son environnement. Elle peut aussi émettre des molécules pour communiquer avec les cellules qui sont à côté d'elle, ou bien des molécules de défense contre tel ou tel micro-organisme. Elle rejette aussi dans son environnement de l'énergie qu'elle produit lors de ces différentes réactions chimiques. D'ailleurs, nous avons oublié de le souligner, mais pour pouvoir réaliser ces synthèses de molécules ou ces dégradations de molécules, notre cellule a aussi besoin de sources d'énergie. Elle est généralement apportée par les nutriments. Résumons ce que nous venons de voir. La cellule n'est pas un ensemble statique comme un mur de pierre, c'est un ensemble dynamique car elle échange avec son environnement de la matière et de l'énergie afin de réaliser chaque seconde des millions de réactions chimiques qui vont permettre les synthèses et les dégradations de molécules nécessaires à son fonctionnement. De là découle une définition qu'il vous faut absolument comprendre et connaître. Toutes les réactions chimiques que réalise une cellule constituent ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire. Alors nous allons terminer cette présentation en nous posant le problème suivant. Qu'est-ce qui contrôle le métabolisme des cellules? Vous chercherez à répondre à ce problème lors du prochain TP. Nous passons au cours désormais que vous prendrez correctement dans votre cahier. Il s'agit du grand 3, les facteurs contrôlant le métabolisme des cellules. Je vous demande ici de coller le document que je vous ai distribué qui présente le métabolisme cellulaire sous la forme d'une petite usine. Vous allez retrouver les différents éléments abordés dans cette vidéo, ainsi que la définition de métabolisme cellulaire qu'il vous faut connaître. Naturellement, étudiez bien ce document avant le prochain cours. Écrivez ensuite le brin de cours suivant. Une réaction de synthèse ou bien de dégradation de molécules est ce que l'on appelle une réaction métabolique. Figurez-vous qu'au collège, en classe de 5e, vous aviez déjà abordé une des nombreuses réactions métaboliques cellulaires. Cette réaction, c'est la respiration. Alors, je vous redonne l'équation de la respiration que vous allez noter, mais vous remarquerez qu'elle est incomplète. Il manque 3 mots et je vais vous demander de faire appel à votre mémoire pour essayer de reconstituer cette équation de façon totale. Alors, des nutriments associés à une molécule vont, dans la cellule, être dégradés pour produire de l'énergie, ainsi qu'un déchet qu'on appelle l'urée, et 2 autres molécules dont vous allez essayer de retrouver le nom. Alors, juste pour finir, cette respiration, elle se produit dans des organites très caractéristiques qu'on appelle les mitochondries. Alors si on prend ici une cellule animale et qu'on observe au microscope électronique, eh bien voilà à quoi ressemblent les mitochondries qu'on reconnaît très facilement grâce à la présence de crêtes internes.